Et si la réponse est négative, quelle est sa responsabilité exclusive par rapport à cette déstabilisation du monde qui apparemment est devenu dangereux pour tout le monde, y compris pour lui-même? Imposer la démocratie, M. Boniface l'a rappelé, les logiques internes et nationales ne s'imposent pas de l'extérieur. Enlever des présidents en fonction, les enlever pour les exfiltrer et les soumettre à votre justice ne relève pas de la démocratie si cela devait s'entendre en termes de droit international. Quelle guerre a été gagnée? Aucune. Aucune guerre n'a été gagnée. Les États-Unis et l'Occident se sont livrés à beaucoup de guerres ces dernières décennies. Ils n'ont pas gagné la guerre du Vietnam. Ils n'ont pas gagné la guerre en Irak, en Afghanistan, en Libye, en Syrie. Ils n'ont pas gagné la guerre même au Somalie, où ils ont été obligés de se retirer, poursuivis par des bandes armées. À part semer le chaos et le désordre derrière eux dans ces pays, aucune de ces guerres n'a été gagnée parce qu'aucun des objectifs n'a été atteint. On ne citera pas ces pays comme des exemples de démocratie sous la conception occidentale s'entend. Quel objectif était assigné pour la guerre en Iran? C'était de remplacer un régime. Cela n'a pas été fait. Le même régime est dans sa version la plus radicale, la plus dure, va continuer et les États-Unis sont obligés de discuter et de négocier avec ce régime. Réduire les capacités balistiques de l'Iran, ça n'a pas été atteint. Imposer à l'Iran de renoncer à tout programme nucléaire, civil comme militaire, n'est pas un objectif atteint. Aucun des objectifs n'a été atteint et pourtant le monde est plongé dans un chaos que rien ne justifie. M. Trump n'est pas un homme de paix, c'est un homme de déstabilisation du monde. Et à côté de tout ça, faudrait-il ajouter de regretter le comportement de l'autre frange occidentale, donneur de leçons devant l'Éternel. Dès le début des hostilités, tous les régimes occidentaux ont fait des déclarations pour déplorer la violation du droit international et de l'ordre international. Mais ça se limite à ça. Et pour atténuer et justifier d'ailleurs, se justifier auprès de leur patron, il faut qu'ils ajoutent néanmoins qu'ils se réjouissent que le guide Khamenei ait été exécuté, puisque c'est un dangereux terroriste qui brime son peuple, qu'ils se réjouissent que Nicolás Maduro ait été exfiltré, parce que c'était un dictateur, jouant à un équilibrisme que rien ne justifie. Ce n'est pas à eux d'estimer et de décider pour les autres peuples. Qu'il leur suffise de le faire pour eux-mêmes, ce qui semble être de plus en plus complexe. Déplorer la violation du droit international, mais de l'autre côté mettre à disposition ces bases militaires ne relève pas d'une cohérence politique. Alors, quels enseignements devrons-nous tirer de tout ça? Les répercussions de cette crise, nous devons encore attendre. Elles sont déjà extrêmement impactantes dans le mauvais sens. Au-delà aux hydrocarbures, aux énergies, devrons nous attendre, surtout pour les pays, à des répercussions sur les produits alimentaires et sur beaucoup d'autres aspects. Mais tout ceci découle
de ce qu'il est convenu d'appeler le piège de Thucydide, que certainement le professeur Boniface connaît mieux que nous. Make America Great Again signifie simplement la prise d'une conscience que la seule superpuissance qu'on était en train de perdre du terrain, pour ne pas dire sa première place, face à la montée en puissance d'autres blocs, et particulièrement la Chine. La solution n'est pas celle qui est hésitée aujourd'hui par l'Amérique et par le président Trump. Essayer de réaffirmer sa toute-puissance sur sa zone de rayonnement, notamment l'Europe occidentale, une partie de l'Amérique du Sud et le Golfe, essayer de couper les pistes d'approvisionnement pour asphyxier un concurrent au risque de déstabiliser le monde entier n'est pas la solution. Et les États-Unis eux-mêmes n'échapperont pas aux conséquences extrêmement négatives. Quelles sont ces conséquences? Va-t-on assister à un réarmement de beaucoup de pays asiatiques qui, avec ce qui s'est passé, prennent conscience des limites de la protection américaine? Le Japon, qui abrite la plus grande base militaire américaine dans le monde, la Corée du Sud, puisque les pays du Golfe n'ont pas été suffisamment protégés par les États-Unis, en tout cas, qui n'a pas pu faire face aux frappes iraniennes. Est-ce que des pays qui ont les capacités de se réarmer, y compris sur le plan nucléaire, vont continuer à confier leur sécurité ou une partie de leur sécurité aux États-Unis d'Amérique face à la montée en puissance de la Chine? C'est une question auxquelles peut-être les chercheurs répondront, ou l'histoire à venir. Va-t-on assister à la fin du pétrodollar, qui est le système qui a été assis au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, sur la base d'exploitation des énormes ressources pétrogazières des monarchies du Golfe, mais avec des investissements extrêmement importants et une solidification du dollar comme monnaie d'échange internationale? L'histoire nous l'apprendra très bientôt. Ce que je veux dire par là, c'est que M. Trump a exactement le contraire de ce qu'il cherchait en déclenchant cette guerre. Quelles conséquences ou quels enseignements pour nous, Africains? L'Iran vient de nous démontrer. Je ne suis pas là pour juger en bien ou en mal le régime iranien. Mais l'Iran nous a démontré que lorsqu'un peuple croit en lui-même, croit en ses capacités, lorsqu'il est convaincu d'être une civilisation forte, ancrée sur des valeurs endogènes, eh bien, ce peuple peut résister à tout. Et l'Iran vient de nous le démontrer. Quel enseignement également pour l'Afrique? J'y reviendrai. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre de la Culture, certainement il est pressenti pour être le prochain Premier ministre. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le maire de Dakar, Messieurs les membres du comité scientifique, Monsieur le conférencier Pascal Boniface et vos équipes, Mesdames et Messieurs, permettez-moi avant toute chose d'adresser mes sincères remerciements au président du comité d'organisation, M. Dambouch, pour la qualité du travail accompli. Organiser une conférence de cette envergure autour d'enjeux aussi structurants pour notre continent demande à la fois rigueur, engagement et sens de la responsabilité collective. Je tiens à saluer cet effort qui rend possible notre rencontre d'aujourd'hui. Je voudrais également exprimer toute ma reconnaissance à M. Pascal Boniface, qui nous fait l'honneur d'animer cette conférence, remercié par la profondeur de ses analyses et la clarté de ses prises de position sur les transformations du système international. Il contribue à éclairer les débats contemporains. Sa présence ici parmi nous, ici à Dakar,
donne une portée particulière à nos échanges et enrichit notre réflexion sur les enjeux du monde multipolaire. Mais à titre préliminaire, je voudrais apporter quelques observations, M. Boniface, des observations, j'avoue, subjectives sur l'ouvrage, sur votre brillant ouvrage. Ousmane Sonko, parmi les 20 personnalités les plus influentes du moment. Ma contribution n'ira pas à ce qui a été dit de beau et de positif dans cet ouvrage nous concernant. Je voulais vous dire que c'est certainement les plus beaux mots, les plus beaux témoignages qui soient venus, certainement, d'un occidental et me concernant pour le moment. Mais vous me permettrez quelques réflexions subjectives au-delà du titre et des développements. Notre classement parmi les 20 personnalités, et que j'avoue, en toute objectivité, penser ne pas mériter, ce classement est peut-être une reconnaissance d'une influence certainement vécue et reconnue par des millions de Sénégalais, d'Africains et peut-être au-delà. Mais derrière le titre et derrière certains aspects du développement se glisse, à mon avis, chez le professeur, subtilement une lecture de Sonko sous le prisme occidental, même modéré, mais le prisme occidental, d'une symbolique, ce prisme d'une symbolique personnalité influente, plutôt qu'un leader d'une lutte historique pour l'émancipation et la souveraineté économique. Évidemment, cela jure avec vos propos de tout à l'heure. Certainement, c'est Madame la coordinatrice et avec laquelle j'aurai peut-être un débat assez riche sur la question. Celui d'un combat pour une Afrique souveraine, porté par des millions de Sénégalais et d'Africains qui veulent se départir de la tutelle, de toutes les tutelles, et construire un destin libre. En guise d'illustration, le raccourci fait dans l'interprétation du Gatsa-Gatsa. Vous avez repris le terme, et la périphrase, je cite, grammaire politique du parti et de son leader, semble tenter de réduire les luttes des Sénégalais qui se sont dressés contre la tyrannie, l'oppression et l'injustice, et d'extirper la légitimité du processus révolutionnaire qui a abouti à la victoire électorale du 24 mars 2024. Non, le Gatsa-Gatsa n'est pas une dérive. C'est l'expression d'un peuple qui a refusé de plier. Et le slogan « La patrie ou la mort » n'est pas une menace. C'est l'écho des luttes panafricaines contre l'asservissement. Nous refusons de nous soumettre, que ceux qui veulent entendre, entendent. Les slogans, je vais vous donner comme exemple les slogans de la Révolution française de 1789 à 1799, où, parmi lesquels nous avions « Vivre libre ou mourir », ou « Liberté, égalité, fraternité » ou « La mort », même si, au finish, le slogan qui a été le plus emblématique s'est limité à « Liberté, égalité et fraternité ». Le champ lexical de la violence que certains nous ont collé ne repose sur aucune démonstration factuelle. Il est performatif. Il ne décrit pas, il suggère et insinue. On nous présente ce slogan comme une incitation à la désobéissance, mais on refuse de le lier à son héritage panafricain de résistance légitime et universelle. Celui de Kwame Nkrumah, de Thomas Sankara, de Lumumba, de Mamadou Dia, de Cheikh Anta Diop, et j'en passe. Et à la détermination et à la fermeté des peuples face à l'injustice. Nous avons été des acteurs politiques les plus pacifiques, ancrant notre action politique sur la réflexion et la production, jusqu'à ce qu'une cabale ait été montée pour nous réduire
à néant. Et c'est seulement à ce moment, que nous nous sommes érigés, et tout le peuple avec nous, pour dire non. On réduit donc le slogan à une menace pour disqualifier la posture de résistance populaire. Depuis le titre, entre guillemets, un homme ambivalent, jusqu'à la fin de la section, je cite, l'homme aux multiples visages, on nous impose d'emblée une lecture contradictoire et qui, si nous ne connaissions pas vos opinions, vos positions, vos postures courageuses et indépendantes, s'apparenterait à une tentative de dévaloriser la cohérence du projet politique de PASTEF. Et quand Ousmane Sonko s'oppose à la publication d'ouvrages qui instrumentalisent les enjeux d'une région du Sénégal, la mienne notamment, et Indivi, et l'expression embardée populiste, on y revient au populisme, autre procédé littéraire qui tente d'invisibiliser la question centrale, celle de la souveraineté du récit historique de nos pays, et on veut nous imposer une lecture où la liberté académique est absolue, mais où la souveraineté politique est illégitime. Si certains refusent de raconter leur histoire et de définir leur avenir, vous n'êtes pas dans ce schéma puisque vous venez de le répéter. Nous, Sénégalais et Africains, affirmons avec force que le peuple est la... Et last but not least, c'est lorsque les Sénégalais qui sont mobilisés sont réduits à des spectateurs qui patientent. L'utilisation de ce terme les dépossède de leur rôle actif dans cette lutte pour la souveraineté. Il n'y a aucune dynamique collective lorsqu'on lit cette partie du texte, comme pour éloigner toute proximité de Sonko au profit d'une narration centrée sur le jugement extérieur du leader. Le leader que l'on veut pourtant présenter comme une personnalité influente. Au-delà de l'insigne note critique par anticipation de certains de vos développements sur notre modeste personne et notre combat politique, que je veux positivement m'expliquer par le biais du regard externe, éloigné, périphérique. Tous ici l'ignorent. Nous n'avons jamais eu de contact, M. Boniface et moi. Nous nous voyons et nous parlons pour la première fois aujourd'hui. Sur la manière dont notre continent peut transformer son héritage en puissance d'avenir. Il y a des mots qui circulent avec une telle facilité qu'ils finissent par perdre leur poids. Autonomie, patriotisme, souveraineté. Ils sont devenus familiers, presque confortables, et pourtant, dès que l'on tente de les prendre au sérieux, ils se dérobent, ils résistent, ils obligent. Car enfin, de quoi parlons-nous exactement lorsque nous parlons de souveraineté africaine? Parlons-nous d'un héritage ou d'un chantier? D'un acquis ou d'un manque? Le reste du monde parle de l'Afrique comme si c'était une seule entité, un pays. L'Afrique, c'est 55 États. Parler de l'Afrique n'est jamais un propos neutre. L'Afrique n'est pas seulement un continent. Elle n'est pas seulement une mosaïque d'États, de peuples, de langues, de cultures, ni même une variation infinie de nuances dans la couleur de la peau de ses habitants. Elle est aussi, et peut-être surtout, une position dans le monde, une position façonnée par l'histoire. Ce qui unit l'Afrique n'est pas seulement une essence, c'est une trajectoire, une expérience partagée, faite de grandeur, de rupture et de dépossession. L'Égypte antique, la Nubie, l'empire du Monomotapa, ce ne sont pas des mythes, ce sont des réalités historiques de puissance, de science et d'organisation. Et plus près de nous, pensez à Kanka Moussa, l'empereur du Mali dont la richesse et le rayonnement ont marqué le monde méditerranéen. Ou à Bakary II, ce souverain malien qui, bien avant les Européens, a traversé l'Atlantique. Mais notre patrimoine ne se limite pas à ces grandes civilisations. Il inclut aussi nos langues, nos savoirs endogènes, nos arts et nos cultures vivantes, qui doivent être valorisés comme levier de souveraineté intellectuelle et économique. Ce rappel n'est pas un détour par le passé. Il permet de comprendre une rupture, car entre ces expériences de puissance et nos réalités contemporaines, un basculement historique s'est opéré.
La traite transatlantique a arraché des millions d'hommes et de femmes au continent, désorganisé des sociétés entières et fragilisé des dynamiques économiques et politiques en construction. La colonisation, ensuite, n'a pas seulement imposé une domination politique, elle a restructuré les territoires, orienté les économies vers l'extérieur et inscrit durablement l'Afrique dans une position subordonnée dans le système mondial. C'est cette trajectoire, faite à la fois de puissance et de dépossession, qui éclaire notre situation actuelle. Les pays africains sont aujourd'hui indépendants. Ils ont leur drapeau, leur hymne, leur constitution. Ils siègent dans les organisations internationales. Ils signent des accords. Ils votent. Mais décident-ils toujours? Cette question n'est pas provocatrice, elle est nécessaire. Comme le rappelait Kwame Nkrumah, l'indépendance politique sans indépendance économique n'est qu'une illusion. Ce que nous avons conquis au XXe siècle, nous ne l'avons pas encore entièrement transformé au XXIe siècle. Mais de quoi parlons-nous précisément? La souveraineté. En ce qui nous concerne, nous ne défendons pas un particularisme étroit, mais une demande de réelle pluralisation de l'universel. Nous ne récusons pas l'universel, mais nous contestons sa captation par quelques puissances ou quelques centres moraux qui parlent comme si leur propre trajectoire historique était la mesure de toute civilisation. Le monde a trop souvent confondu universel et occidental, normes communes et hiérarchie imposées. Il y a lieu de distinguer clairement souveraineté et fermeture, en ce que la souveraineté consiste à choisir librement ses normes, ses partenaires et ses priorités sans sortir du dialogue international. Regardons les faits avec lucidité. Nos économies restent largement extraverties. Nous exportons des matières premières. Nous importons des produits transformés. Nos monnaies, pour certaines, demeurent liées à des architectures héritées de la colonisation. Nos budgets publics sont contraints par la dette. Nos politiques économiques encadrées par des conditionnalités. Nos militaires, monétaires ou diplomatiques. Il faut aussi